Si nous relisons le passage où Derrida définit ce qui pour nous est l'essence platonicienne de la traduction, un corps verbal ne se laisse pas traduire ou transporter dans une autre langue. Il est cela même que la traduction laisse tomber le corps, telle est l'énergie essentielle de la traduction. Nous voyons que la traduction échappe à cette essence en devenant travail sur le signifiant. Loin de dégager le sens du poème supervielle. Ceylan dégage au contraire sa lettre, accentue la densité signifiante. Benjamin poursuit. Celui-ci, ce royaume, il ne l'atteint pas complètement, mais en lui réside ce qui, dans une traduction, est plus que de la communication. Précisément, ce noyau essentiel se laisse déterminer comme ce qui, en elle, la traduction, n'est pas à nouveau traduisible, si l'on peut en effet extraire d'elle de la communication et de la traduire. Ce vers quoi le travail du vrai traducteur s'orienter reste néanmoins intouchable. Cela n'est pas transmissible, comme la parole poétique de l'original, parce que le rapport de la teneur à la langue est tout à fait différent dans l'original et dans la traduction. Si celle-ci forme dans le premier une certaine unité, comme le fruit et sa peau, la langue de la traduction enveloppe sa teneur comme un manteau royal au large pli, car elle signifie une langue plus haute qu'elle-même et reste par là face à sa propre teneur, inappropriée, forcée et étrangère. Ce qui, dans une traduction, est plus que la communication du sens. Benjamin le nomme sa teneur, qui à son tour n'est pas traduisible, transférable, transmissible. Ce passage est difficile à penser. Ce que la traduction a atteint dans quelques-unes de ses parties, c'est un fragment de langue plus haute et plus pure qui, sans être la reine Sprache, fait signe vers celle-ci. Produire une telle langue, fût-ce fragmentairement, voilà ce qui, dans la traduction, est plus que communication du sens. C'est là le noyau essentiel de la traduction, ce noyau qui est donc une semence de pure langue et lui-même intraduisible. On peut, si l'on veut, traduire une traduction. On peut traduire le vers du sophocle hölderlinien ou le supervielle de Ceylan. On prend alors ces traductions comme des originaux et à nouveau on opère un transfert de sens. Mais demeure intouché, dit Benjamin, ce sur quoi s'orientait le travail du vrai traducteur. En d'autres termes, la langue atteinte çà et là par la traduction ne se laisse pas traduire à son tour. Le traduit est intraduisible. Mais pourquoi? Nous sentons bien que cela est vrai. Mais pourquoi? Benjamin répond tout à fait paradoxalement en disant que le rapport de la teneur à la langue est opposé dans l'original et la traduction. Benjamin ne dit pas du contenu et de la forme. Contenu serait in-halt et teneur traduit ge-halt. La langue même se réfère à son dit de manière différente dans les deux cas. Dans l'original, écrit Benjamin, elle forme avec sa teneur une certaine unité, celle du fruit et de sa peau. Première métaphore. Dans la traduction, elle enveloppe la teneur comme un manteau royal au large pli. Seconde métaphore plus déroutante. Que dans l'original, langue et teneur soient une, non absolument parlant, mais intimement, justement à la manière du fruit et de sa peau. Cela peut se comprendre. Dans l'œuvre, la langue se clôt sur la teneur de cette façon. Traduire revient dès lors à éplucher, à peler l'œuvre, à lui ôter sa gangue. C'est là justement ce qu'une longue tradition considère impossible, et sur la base d'images certes différentes, mais tirées du domaine naturel. Cependant, Benjamin veut dire ceci: l'unité de la langue et de la teneur est naturelle, précisément pour nous. La saveur de l'œuvre natale réside dans cette naturalité du rapport langue-teneur. Cela est très sensible dans les œuvres anciennes, où l'on dirait qu'avec le temps, la peau de la langue s'est serrée, d'autant plus étroitement autour de la teneur, que l'effet d'écart ou d'étrangeté de l'époque s'est dissipé. La lecture de Montaigne, par exemple, produit un tel effet. Dans la langue de la traduction, par contre, le rapport à la teneur est autre. Nous dirions assurément, la langue par essence y est extérieure à la teneur, car cette teneur n'a jamais cru en elle. De nouveau, Benjamin frôle la pensée traditionnelle pour s'en écarter, car apparaît ici une image insolite, une image qui ne se réfère à rien de naturel, celle du manteau royal au large pli jeté sur la teneur. Autant en effet la peau serre le fruit, se colle à lui, autant le manteau d'un roi ne colle guère à son corps. Grand toujours est le manteau d'un roi, et petit par comparaison le corps de celui-ci, et aussi intime est l'unité du fruit et de sa peau, aussi dénuée d'intimité
et le rapport de tel roi au manteau royal. Le manteau royal n'est pas manteau du roi, mais l'un des emblèmes avec le sceptre, la couronne, qui fait du roi un roi. Le manteau royal est ce par quoi est signifiée la royauté. Autant le rapport fruit-peau est de l'ordre du naturel, autant le rapport manteau royal-personne royale est de l'ordre fondamentalement différent du symbolique. L'image de Benjamin est, je pense, tout à fait unique dans la chaîne nourrie des images qui définissent la traduction. C'est pour ainsi dire l'allégorie de la traduction. Essayons de la scruter encore. Le manteau royal est toujours beau et grand et large. Il recouvre, descend, s'étale. En un mot, il est plus que la personne qu'il part. Mais comment peut-on dire du langage de la traduction qu'il enveloppe sa teneur de la sorte, qu'il ne soit pas par définition taillé à l'aune de sa teneur, qui en disconviendrait, mais qu'il soit d'essence royale, assurément cela heurte le sens commun. Autant nous acceptons sur la base de la perception de l'œuvre comme d'un tout organique la première métaphore, autant nous avons du mal à accepter la seconde, car a-t-on jamais dit d'une traduction qu'elle était royale? Cependant, il existe bien une splendeur de la traduction qui se reflète, par exemple, dans les appréciations de la critique. Oui, certaines traductions donnent le sentiment d'un accomplissement singulier, presque inouï, et cela indépendamment des inévitables défaillances que l'on peut y trouver. Plus que l'original, c'est la langue traduisante qui s'y trouve magnifiée. Tel est le sentiment qui saisissait Thomas Mann devant la traduction de Ludwig Tieck vers 1800, avait fait de Don Quichotte, traduction qui, au regard d'un hispaniste, est pleine de défaillances, puisqu'on y a relevé au moins 3000 fautes. Et pourtant, la langue allemande y brille pour Thomas Mann d'un éclat presque inégalé. Il y a donc parfois quelque chose de royal dans la traduction, plus exactement dans la langue de la traduction du texte traduit. Cette langue se magnifie d'autant plus qu'elle n'enveloppe plus sa teneur à la manière de la peau ou de la robe d'un fruit. Mais de quelle nature est telle magnification, cette royauté de la langue traduisante? Comme le manteau royal est symbole de l'être royal, on pourrait dire symbole du symbolique par excellence qu'est le royal, le principe royal. De même, la langue royale de la traduction pour Benjamin est elle aussi devenue symbole. Car elle signifie une langue plus haute qu'elle et reste ainsi par rapport à sa teneur inappropriée, forcée et étrangère. Cet être brisé interdit une transmission qui en même temps est inutile. La langue de la traduction, peut-être ne saisit-on jamais mieux son être que lorsqu'on perçoit qu'elle est elle-même intraduisible. Toute œuvre, nous l'avons vu et revu, porte un principe de traduisibilité et le désir de sa traduction. Cette unité close du fruit et de sa robe en elle fait allusion aussi bien à sa résistance à la traduction qu'à son désir de celle-ci. Tout fruit veut être goûté. Au contraire, la traduction au sens de texte traduit ne porte en elle aucun principe, ne nourrit en elle aucun désir de ce genre. Elle ne résiste pas à la traduction. On peut toujours s'amuser à traduire une traduction, mais dans cette non-résistance, il y a une indifférence infinie à la traduction. La traduction a échappé au domaine du traduisible. Elle est intraduisible en ce sens qu'ici la traduction n'a plus aucune signification. Si le destin d'une œuvre et sa traduction, celui d'une traduction, est d'être supplanté par une autre traduction, et cela a à voir avec le manteau royal de la langue traduisante. Elle signifie, Benjamin le dit, une autre langue plus haute. Mais justement parce que son être s'épuise à cela, signifier cette langue plus haute, et donc à se magnifier, être la semence de la pure langue qui est la fin de toutes les langues. Elle ne peut pas à son tour être traduite. Si traduire est passer de l'unité close du fruit et de sa robe à l'unité lâche du manteau royal et du corps mortel du roi, alors face à cette dernière unité, il n'y a plus rien sur quoi puisse faire fond une traduction. Revenons à notre image. Benjamin dit que la langue de la traduction reste inappropriée, forcée et étrangère par rapport à sa teneur. Cela n'a rien qui puisse surprendre. Ce qui surprend, c'est que cette langue soit en même temps caractérisée comme royale. Mais en vérité, c'est parce qu'elle est royale, parce qu'elle est pur symbole qu'elle est telle. Le roi, en tant que figure empirique, n'est jamais à la hauteur de l'éclat du manteau qu'il levait. Celui est toujours trop grand pour un roi. Plus donc la langue de la traduction est royale,
magnifiée jusqu'en symbole de la langue, moins elle a d'intimité avec sa teneur, plus elle est face à celle-ci inappropriée, forcée et étrangère. Elle est d'une autre nature que cette teneur, ou plutôt, elle n'est plus du tout naturelle. D'où, dit Benjamin, cette ironie fabuleuse. Plus périssable que les œuvres, la traduction transplante l'œuvre sur un terrain plus définitif. Plus définitif en ce sens qu'une fois installée là, l'œuvre ne peut en être délogée via une traduction. L'ironie ici est que le périssable soit, à un sens, plus définitif que l'impérissable. Qu'à la grandeur naturelle de l'œuvre, fruit et robe, s'oppose à la grandeur non naturelle de la traduction, manteau royal. Une question se pose. Si l'on creuse encore et encore les images de Benjamin, si à la teneur correspond le fruit et à sa langue la robe, dans l'original, le manteau royal correspond bien à la langue de la traduction. Mais quelle image vient dire sa teneur? La réponse est évidemment aucune. Assurément, le manteau royal ceint le roi, mais Benjamin ne le dit pas. De sorte que si nous pensons les choses en suivant les images benjaminiennes, nous ne savons pas ce qu'est la teneur dans la traduction. Je crois qu'on peut dire que la magnification de la langue dans la traduction s'accompagne d'une destruction ou d'une relativisation de la teneur. À cela correspondra plus loin la différenciation entre la tâche du traducteur et celle du créateur et le statut mineur du sens, car la teneur est fatalement liée au sens. Dans la traduction, la langue compte plus que la teneur. La teneur y est fatalement maltraitée ou traitée comme l'inessentiel. Et cela aussi est ironie. Et là, Benjamin va évoquer fatalement les romantiques et leur théorie de la forme. La relativisation de la teneur ou du contenu est précisément le sens même de l'ironie romantique. Cette relativisation de la teneur est en même temps une absolutisation de la forme. Nous pouvons relire à partir de là, à partir des romantiques, non de Goethe, ce que Benjamin affirmait, c'est-à-dire que la traduction est une forme. Car dans l'optique romantique, la forme de l'œuvre, ce qui s'érige sur les ruines du contenu, ironisé et symbolique, elle est Bedeutung, signifiant de quelque chose de plus haut qu'elle. Et c'est pour que les romantiques, l'idée de l'art, et c'est pour les romantiques l'idée de l'art en tant qu'analogon des jeux infinis de la nature, Schlegel. La traduction est forme, parce qu'en elle, la teneur est détruite, et que seul y compte désormais le manteau royal de la langue, comme signifiant de la pure langue. La traduction libère l'œuvre de ce que Novalis appelait la tyrannie du contenu. Et assurément, cette langue royale qui reste par rapport à la teneur inappropriée, forcée, étrangère, et qui, dans cette distance, tente à s'éloigner de lui, est réellement le symbole de la pure langue. De cette langue qui ne vise et ne signifie plus rien. La pure langue n'est pas la langue royale de la traduction, mais celle-ci en est l'image. Comme telle, elle nous en rapproche. Nous percevons maintenant pourquoi cette langue royale est proche, elle aussi, de cette langue aérienne qui vise philosophie et poésie dans le platonisme que visent Novalis et Joubert. À toutes deux est propre la destruction ironique du contenu, du sens et de la teneur. L'œuvre, par la traduction, pénètre dans une atmosphère de langue plus haute et plus pure, parce que sa langue, dans la traduction, est devenue manteau royal, pur symbole. Ce mouvement de pensée, la suite du passage le montre, Benjamin le reprend des romantiques, même s'il leur conteste la capacité d'édifier une théorie systématique de la traduction. Une question se pose cependant. La traduction peut-elle à la fois être forme, au sens goéthéen, de métamorphose vivante de l'original, et forme au sens romantique, de destruction de la teneur au profit d'une langue plus pure? Plus pure parce qu'elle est sans contenu et débarrassée du poids empirique des teneurs. Benjamin ne se débat-il pas entre deux pensées incompatibles, celle de la traduction comme survie de l'œuvre et celle de la traduction comme mort de l'œuvre? Nous terminerons aujourd'hui sur cette question.